Alex, c'est toi mon sujet d'ouverture. Bien le bonjour, messieurs. Aujourd'hui. Tu fais ta rentrée la deuxième semaine, mais on te laisse toute la place. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Je vous ai écouté dans mon char. Et là! En 2 temps, là. J'ai écouté l'intro. Un homme de son temps. Oui, tout à fait, en balado, la balado-diffusion. Oui. Et j'avais un petit pincement au cœur de ne pas être là pour l'ouverture, l'ouverture de la saison. Là. Je comprends. On devrait faire ça à 4 la prochaine fois. Jack, prends des notes, là. Puis tu n'étais pas là pour tourner le petit truc pour les réseaux sociaux qu'on a fait la semaine dernière. Il y a un petit truc pour les réseaux sociaux qui est en construction. Ben écoute, j'étais là pour tourner le gros truc pour les réseaux sociaux, moi. C'est-à-dire, tu sais, tous ceux qui vous ont souhaité une bonne saison là, sur les réseaux sociaux, c'est vedettes du hockey. Là. Talma? Okay. Yeah. Just say hi. Bonjour. Hi, this is Sidney Crosby. Ici Nick Suzuki. Hi, it's Connor McDavid here. Ici Brad Marchand. Ici Mitch Marner. Nathan McKinnon. Hi, I'm Quinn Byfield. Ici Noah Dobson. Vous écoutez. Vous écoutez. Vous écoutez. Vous écoutez Telma. Telma Hockey. Telma Hockey. Telma Hockey. You're listening to Telma Hockey. And don't miss the Telma Hockey Podcast. Ça marche? Ça marche très bien. Ah, t'as fait ça, toi? Vu ça, ben oui, quand j'ai su que Connor McDavid écoutait le balado, j'en revenais pas. Puis à la fin, quand Sidney Crosby dit « ça marche », puis qu'on entend « ça marche très bien ». C'est toi, ça. C'est moi, ça. Donc, j'ai quand même contribué à ma façon. Tu contribues. Non, puis je suis retombé sur le Vox Pop que tu avais fait à Paris l'an passé. C'était cœur. Ça, c'était bon, ça. Oui. Ça, c'est la seule bonne affaire qu'on a faite. Oui. Et j'ai fait ça là, à brûle pour point, mon vieux. On a dépassé le 1 million d'écoutes à cause de Probablement. De cette incursion en France. Faut dire qu'à marché français. Faut dire qu'à Paris, on a percé le marché français. Puis il y avait des Anglaises dans ce balado-là. Ouais. D'après moi, on a rayonné énormément grâce à ça. Et tout le monde était au diapason. Faut dire qu'à Paris, des fois, je me cherchais des choses à faire, donc j'avais réussi. Je m'étais trouvé ça à la toute fin. Faites ça le jour de la cérémonie. Mais donc ça, c'était ton été dernier? Oui, ça, c'est 2024. Alors, en septembre 2024, on va prendre mois par mois. En octobre 2024. Ouais. Non, j'ai eu un bel été, quelques semaines de vacances, ça a été agréable. T'étais allé au US Open? Oui, on s'est vu un petit peu. Oui. Ça, c'était le fun aussi. Et puis, j'étais allé au US Open voir le match de quart de finale et demi-finale de Félix Auger-Aliassime, mon autre passion. As-tu été à Londres en même temps que Godin et Coupal? Ou... Non, c'est ça, pas cette année-là. Coupal et moi, on s'est déjà retrouvés à Londres, mais ça fait un bon moment de ça. Ouais, ça fait... Mais là, il te manque juste Wimbledon. As-tu déjà couvert Wimbledon? Non, il me manque Wimbledon et l'Australie. L'Australie, ouais. Ben, écoute... Wimbledon, là, c'est pas facile d'avoir des billets. Il faut que tu t'inscrives sur un site, puis c'est une espèce de pige, là, c'est au hasard. Pour savoir si tu as la possibilité. Oui, évidemment. Moi, je parlais comme professionnel. Je me dis que j'ai plus de chance comme spectateur. D'accord. Alors, il faut que tu t'inscrives sur cette liste-là pour avoir le droit d'en acheter. Donc, alors, savez-vous quoi? En vue de Wimbledon 2026. T'es sur la... je sais pas si je vais choisir, mais je participe. OK. En me disant, si jamais je suis sélectionné, je pense que je vais essayer de m'arranger pour prendre des vacances. Pour hypothéquer ta maison. Je vais essayer de m'arranger pour vendre un rein. Mais les billets sont vraiment pas chers. Mais étonnamment, Wimbledon, c'est autant... Je sais qu'on n'est pas dans tellement tennis, là, on va faire ça vite, mais c'est autant ce mélange d'argent, de dignitaires et du peuple aussi. Il y a la tradition de le Q en Angleterre, donc à Wimbledon. Où la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Non, le Q, c'est comme faire la file, oui, pour obtenir des billets. Tous les jours à Wimbledon, il y a des gens qui arrivent en plein milieu de la nuit. Il y en a qui campent là pour être de très bonne heure le matin, oui, aux aurores, pour être dans la file. Et là, tu peux acheter des billets très abordables pour des séances du jour même. Tous les jours à Wimbledon. Ce service public, tourisme et sport. En ce sens-là, c'est plus accessible que les 3 autres grands chelems. Savais-tu ça, Martin? Non. Toi, as-tu couvert le Wimbledon ou à vous deux, là, avez-vous fait les 4? Non, j'ai pas couvert. J'ai pas couvert de majeur au tennis. J'ai couvert juste des mineurs. Il a couvert tout, sauf ça. Non, mais ça reste... c'est des beaux projets. J'ai fait le British Open au golf, mais pas au tennis.
je m'ébobis encore à l'occasion des couvertures de Martin au fil du temps. On était sur la galerie de presse en fin de semaine, n'est-ce pas? Ah, le retour de la galerie de presse. La bromance de la galerie de presse. Puis là, Martin, il se met à me parler de boxe. Puis là, il me dit, ouais, j'ai couvert... J'étais là quand Arturo Gatti, puis là, il part, tu sais, puis il est dans ses couvertures de boxe. Ah oui, c'est vrai, t'as fait ça aussi. Ouais, j'ai fait beaucoup de boxe. Il y a toujours... c'est ça. Il y a tout un florilège. Voilà, mais qui est encore... il y a encore plein de belles choses à découvrir. Écoute, ce n'est que le début. Voilà. Voilà. C'est pas fini. C'est pas fini. Tu es comme Lane. T'es pas un joueur... c'est comment il a dit? Je ne suis pas un joueur... Canadien. il a dit ça. Oui. Il n'est pas complété encore. Il n'est pas, pas complété. Absolument. OK, aujourd'hui, une autre belle journée à Laval sur le lac. Plus jeune ou plus expérimenté? Et Crosby sur le départ? C'est tellement hockey, épisode 423. Avec votre journaliste affecté aux affaires du hockey, M. Alexandre Gascon. Salut, Alex. Bonjour, messieurs. Très heureux de vous retrouver. Arrête ça. Très heureux. Et notre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Salut, Martin. Messieurs, quel plaisir de vous retrouver. Je m'appelle Alexandre Coupal. On est encore en train de construire une équipe, puis on a plusieurs besoins qu'on doit regarder je dirais pas des trous, mais on va voir si on a des trous. Ah, Kent Hughes... sur le podium. Vous étiez là les deux au tournoi de golf. Il fait toujours beau. Est-ce qu'il fait toujours beau? Tout le temps. Moi, depuis que je fais ça, tout le temps. Puis, j'ai pas entendu le petit band cette fois-ci, cette année. Mais je l'ai entendu, mais pas... On l'entendait comme systématiquement dans toutes les réponses. Ils ont été plus discrets. Ils ont été plus discrets. Ouais. Et ces deux éléments-là s'inscrivent dans la constance de ce traditionnel coup d'envoi de la saison. C'est-à-dire qu'on n'a pas appris grand-chose de la part des dirigeants, mais c'est comme le point de départ, c'est le premier point de contact. Ça donne un peu le ton à la saison. Mais je dis, on n'a pas appris grand-chose. Ils ont l'air sincères, n'empêche, les dirigeants, quand ils nous donnent là où ils en sont dans leur processus. Oui, mais il n'y avait pas une grosse... la plupart du temps, écoute, on remonte dans les 15 dernières années, quand on arrivait au tournoi de golf, qu'on repartait de là, il y avait toujours comme une trame narrative qui s'incrustait et qui restait. Et souvent, durant toute la saison, là, il y a un thème. Souvenez-vous, une année, il y avait l'histoire... voulant que Michel Therrien ait tenu des propos désobligeants envers Piquet Souban. Ça avait allumé quelque chose qui était resté toute la saison. Il y a une année, Max Pacioretty... Pas avec Max Pacioretty, la fois où il avait dit que c'était le pire capitaine. Oui. Il y avait ça, oui. Exact. C'est arrivé aussi. Exact. Je n'étais pas encore là à l'époque. Il y a une année où Max Pacioretty avait été échangé le matin du tournoi de dans la nuit. C'est ça. Ouais. Il y a des choses comme ça qui sont restées. L'histoire du mix l'année passée, tout le monde a répété ça. Le comité de Marc Bergevin. après le départ d'Andrei Markov. Ça, on va avoir une aussi bonne défense. On va y aller en comité. C'est une meilleure défense. Oui. Alors, il y a toujours des thèmes qui sont ressortis comme ça. Et hier, honnêtement, moi, j'avais décidé, avant d'arriver, de ne pas écrire sur le tournoi de golf parce que je ne voyais pas, honnêtement, un vétéran. D'histoire dominante. Puis c'était un peu ça. C'est une jeune équipe qui a simplement hâte que ça commence. Des dirigeants qui sont contents des améliorations qu'ils ont apportées durant l'été. Tout le monde flotte un peu sur cette présence en série éliminatoire du printemps dernier. Ils ont déjoué les pronostics. Plus jeune équipe de l'histoire à participer aux séries, c'est quand même pas rien. Fait qu'il y a un optimisme tranquille, je dirais, mesuré de la part des dirigeants de l'équipe. Les joueurs, ben, ils sont jeunes, puis on l'a fait l'année passée, puis on retourne là. Fait que puis c'est un groupe où il n'y a pas de division à l'interne. Il y a pas... On n'arrête pas de se faire dire par tout le monde. C'est un groupe qui se tient serré. C'est le groupe le plus uni. Ils sont unis, tissés serrés. Ils ont passé l'été ensemble, encore une fois. Beaucoup de joueurs sont restés à Montréal pour s'entraîner. Fait qu'il n'y a pas, comme le vieux dicton dit, les gens heureux n'ont pas d'histoire. N'ont pas d'histoire. Alors, c'est ça. Ça ressemble un peu à ça. Puis, ils ont simplement hâte que ça commence. Et ça va être une saison... On attend que la saison commence, mais c'est une saison
qui va être assurément excitante. C'est une équipe qui a énormément de potentiel, mais ça peut aller bien comme ça peut aller mal aussi, parce que c'est une équipe qui va être très jeune encore. Mais c'est ça. Hier, je suis sorti de là, puis je me suis dit, bon... On verra. On verra de quel côté ça va tomber, mais ça va être de la saison la plus excitante de loin depuis de nombreuses années. Là. C'est pour ça qu'on n'a jamais rien à dire, nous autres non plus. Les gens heureux n'ont pas d'histoire, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que le Canadien est dans une espèce d'entre-deux, en fait, dans ce processus qui a été lancé il y a 3 ans et demi maintenant. On n'est plus dans la phase d'accumulation d'actifs à tout vent, et puis on accumule les choix hors pêchage et tout ça, puis on essaie de maximiser l'investissement, puis on n'est plus du tout là-dedans. Il y a eu une coupure assez nette l'an passé quand la direction a décidé de faire l'acquisition de joueurs pour s'améliorer dès maintenant, là, pour le présent. Alexandre Carrier a été un peu le point tournant. Le point tournant, effectivement. L'illustration. Le coup de canon là, qui annonçait l'arrivée des renforts, un peu. Et puis Noah Dobson par la suite, Zachary Bolduc, tout ça. Alors là, clairement, on est passé dans une phase où on envisageait, on projetait tout vers l'avant. On planifiait uniquement pour l'avenir évidemment que les dirigeants ont un regard, même Kent Hughes l'a dit, là, je suis déjà en train de penser à la saison 2026-2027, mais on est aussi dans les résultats actuels. Et ils sont demeurés prudents, comme tu dis, dans leur optimisme, Martin, et c'est sage de leur part, parce que le Canadien, avec 91 points l'an passé, qualification in extremis en série, aurait très bien pu se retrouver le bec à l'eau là, si Columbus n'avait pas... ils ont fini très fort, mais ils ont connu une période plus trouble au pire moment possible. Alors, ils auraient facilement pu les devancer, mais Montréal pourrait accumuler 93, 94, 95 points cette année, et donc, il y aurait statistiquement une progression et ne pas se qualifier pour les séries éliminatoires. Donc, c'est pour ça qu'on demeure prudent. C'est emballant parce que, justement, on pense à maintenant, on pense au présent, on pense à améliorer l'équipe. Hughes, il y a un changement de ton, clairement, quand Kent Hughes dit si on est prêt si la bonne occasion se présente, on n'hésitera pas à surpayer si c'est un joueur qui peut nous aider à long terme. Certains pourraient dire peut-être qu'ils ont même payé, en tout cas, ils ont payé la valeur du marché pour Noah Dobson, je pense, 2 choix de premier tour, puis un bon ailier utile d'un milieu de formation ou bas de formation, mais c'était pas en dessous. Là. Ils n'ont pas acheté à rabais à ce moment-là. Alors, clairement, Carrier, c'est autre chose. Je pense que c'est un vol, là. Ça arrive à l'occasion. Mais tout ça pour dire que c'est une équipe qui est en ascension. Puis, comme Martin dit, on a juste tous hâte que ça commence. Puis, ça va être vraiment, vraiment le fun. T'sais. C'est là où le ton, la stratégie, tout ça a changé. On est vraiment plus dans qu'est-ce qui va se passer maintenant. Puis, ce que j'ai trouvé, un des commentaires les plus intéressants, je pense, a été... T'as trouvé ça? J'en ai trouvé un. Un des commentaires que j'ai trouvé, c'est parce que j'avais pas mis les mots dans le bon ordre. Okay? Non, mais un des commentaires que j'ai trouvé les plus intéressants est venu de Jeff Gorton, qui est le vice-président des opérations hockey de cette équipe de hockey-là, et qui a dit on peut se permettre d'être picky, sélectif. On peut se permettre d'être sélectif avec la marge de manœuvre salariale qu'on a maintenant. Débarrasser du contrat de Carey Price, on n'a plus de menottes au poignet d'un point de vue fiscal. Ça ne veut pas dire qu'on va dilapider cet espace salarial-là à tout vent. Au contraire, il a dit on peut être picky dans ce qu'on veut aller chercher. Donc, on va partir la saison, on va regarder ça aller. Où sont les trous? Où sont les failles? Qu'est-ce qu'il faut corriger? Qui performe bien? Qui est en deçà des attentes? Et qu'est-ce qu'on veut aller chercher? Et on va se permettre d'attendre en ce sens-là. Donc, ça, j'ai trouvé que c'était assez révélateur dans la stratégie de la saison à venir. Non. Et où sont les trous? Où sont les failles? Non. On va y aller étape par étape. On sait déjà que c'est une trame narrative qui va être là toute la saison. C'est la position de centre. Là, tout le monde va regarder comment le Canadien va se débrouiller à la position de centre. Le camp commence avec... il a été question de Kirby Dach hier. Jeff Gorton a dit on a un plan avec lui pour le préparer, pour qu'il soit là au début de la saison. Tout le monde tient pour acquis qu'il sera le centre de deuxième trio, qu'on va le replacer là. Mais lorsqu'il s'est blessé, il faut se souvenir, quand il s'est blessé la saison dernière, Dach, ce qu'on entendait en coulisses, c'est que la cause était pas mal entendue et que
les dirigeants du Canadien étaient pas mal venus à la conclusion que c'était pas un joueur de centre, là. Ou que c'était pas un deuxième centre dans cette équipe-là. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont ça a été catastrophique. Souvenez-vous, Dak, la saison dernière, quand il s'est blessé après 57 matchs, il était à moins 29. Là. Il frôlait le record de l'histoire de l'organisation pour le pire différentiel. Et après sa sortie pour une autre blessure au genou, le Canadien s'est envolé, là, a joué pour 680. Et je dis pas qu'il nuisait à l'équipe, mais ça, habituellement, quand tu perds ton deuxième centre, ça tire une équipe vers le bas. Et quand après sa blessure, l'équipe a gagné du momentum, a joué pour 680. Alors, c'est ça. J'ai hâte de voir si on va... On le compte dans les plans, puis on dit qu'il va être là au jour 1, mais est-ce qu'on va repartir avec Newhook? Est-ce qu'on va faire des essais avec d'autres joueurs? J'ai hâte de voir comment les... Est-ce qu'il y a des candidats pour ça? Newhook a fait le travail. Il a joué en séries éliminatoires la saison dernière. L'équipe a bien joué quand il était là comme deuxième centre. Est-ce qu'on va faire des expériences avec d'autres joueurs? Est-ce que Bolduc, par exemple, on peut lui donner un essai au centre où on va le placer? On va continuer à le faire jouer à l'aile comme il a joué depuis ses débuts dans la Ligue nationale. Parce qu'il y a été... Non, mais c'est intéressant que tu mentionnes ça parce qu'il y a des gens qui faisaient le parallèle avec le fait qu'on l'a vu s'entraîner avec Marc Bureau au Cercle des mises au jeu. Je parle de Bolduc. Oui, mais Slavkovski fait ça aussi. C'est ce que j'allais dire. Ils sont nombreux quand même. Gaucher-droitier, c'est ça. Des ailiers, exact. Moi, je voyais pas là un signe de ça. Puis un peu comme Alex... le gars vient d'arriver. Non, s'il vous plaît. Donnez-moi un exemple d'un ailier qu'on a transformé en joueur de centre. Mettons un gars, un Québécois, pour qui ça a fonctionné. Ah, OK. Parce que je pensais que tu faisais référence à Joe Drew. Je veux surtout pas m'acharner sur Joe Drew. C'est pas ou Alex Galchenyuk, ou... peu importe. Là. Quand est-ce qu'on a réussi avec succès à transformer un ailier en joueur de centre? Ça arrive pratiquement jamais, honnêtement. Mais c'est pas un gars qui a jamais joué au centre. Joué au centre à ses 2 premières saisons dans la Ligue junior majeure du Québec avec l'Océanique de Rimouski, ça fait un bout de temps. Quand il a explosé offensivement, c'était à Québec, à l'aile, sous Patrick Roy. Puis depuis ce temps-là, donc, on parle de quoi, 4 à 5 ans où il n'a pas joué au centre. Le gars vient d'arriver à Montréal. Il est québécois en plus. Une petite touche, c'est ça. Oui. Je pense que ce serait vraiment pas lui rendre service que d'essayer de le placer dans cette position. Moi, je vois pas ça arriver, de toute façon. Je pense qu'il n'y a pas de candidat. Tu demandais est-ce qu'il y a des candidats pour le poste de deuxième centre en ce moment. Il y a une chaise vide, mais il va falloir que quelqu'un l'occupe. Quelqu'un va l'occuper, mais ça sera probablement pas la bonne personne. On joue juste à 2 ailiers. 3 défenseurs, 2 ailiers. Mais on là, joue 7-11, puis notre deuxième trio sont juste 2. Il est tôt dans la saison, mais je vais lancer ça tout de suite parce que puis vous me rabrouerez. Rabrouez-moi. On te rabroue. Rabrouez-moi. Mais tout le monde, c'est comme si, mettons, Caulfield, Suzuki, Slavkovski, là, ça, c'était... Ça bougera pas pour le début de saison. Non, mais pourquoi avec l'arrivée de Demidov, soudainement, avec un Laine qui est peut-être plus en santé qu'il l'était, je comprends pas pourquoi c'est comme déjà acquis que tu as un trio qui bouge pas. Il me semble que tu peux prendre 6 joueurs qui sont légitimement des joueurs de top 6. Puis, parce qu'il n'y a peut-être pas de candidat pour prendre la place de Dak, mais il y a peut-être une formule à développer autour des compléments de ce trio-là. Puis peut-être que Demidov fait partie de cette solution-là. Gorton a un peu évoqué ça, que peut-être que Demidov était déjà prêt à être le moteur offensif. Ouais, c'est ça, mais je comprends pas pourquoi. C'est comme déjà entendu là, que Caulfield et Slavkovski, ça, c'est les ailiers de Suzuki, là, puis on change pas ça. Ben c'est pas immuable, là, on s'entend. Demidov, là, écoute, c'est le premier joueur de cette organisation-là depuis des décennies qui a le potentiel pour être une super vedette de la Ligue nationale. Pas un gars qui va finir... Pas un bon joueur, là. Pas un bon joueur, un gars qui fait partie de la très fine élite de la Ligue nationale. Alors, si ça va bien, il ne sera pas un joueur de deuxième trio, là. Il va jouer avec les meilleurs joueurs. Fait que, Martin Saint-Louis va devoir composer avec ça, mais la position de centre, c'est pas la question, je pense, qui a été posée hier au sujet de Demidov, est-ce qu'il peut tirer un trio? Oui, offensivement, il peut sans doute tirer un trio, mais la position de centre, le centre
est à un trio, ce que le ciment est à un mur de briques. Là. C'est le gars qui... C'est le gars qui tient ensemble défensivement. C'est le gars qui colmate les brèches, qui voit le jeu, qui va aider les défenseurs profondément en zone défensive, qui reste un petit peu plus haut dans la zone offensive pour s'assurer que tout est couvert. Alors, ça prend un gars extrêmement responsable pour faire ça. Ça prend un gars constant pour faire ça. Puis là, si le Canadien veut participer aux séries, ça va... Tu sais, Dvorak est parti. Dvorak, on rigolait souvent, puis on disait qu'il ne faisait pas scier l'aiguille ni dans un sens ni dans l'autre, mais il était constant. C'était un vétéran de la Ligue nationale. Il faisait bien de son travail. Là, on a retiré Dvorak. Fait que il y a deux chaises. Là, il y a deux, parce qu'on tient tous pour acquis qu'Alex Newhook, mais il va jouer au centre parce qu'encore là, il n'y aura pas le choix. Là. Mais on laisse... Le Canadien, en ce moment, a 2 joueurs de centre. Nick Suzuki et Jake Evans. Partons du principe que... Evans peut camper le rôle de troisième centre. Oui. Il est très responsable. Il est capable... Il a un certain potentiel offensif. Il n'a pas à rougir son potentiel offensif comparé à celui de Dvorak. Il n'y a pas à rougir de ça. Là. Non. En tout cas, pas... Pas dans l'année dernière. Alors, tu as position 1-3. Il faut que tu trouves des centres 2 et 4. Tu as un gars qui est avec le Canadien qui a joué il y a 117 matchs de jouer à peu près, 120 matchs de jouer avec le Canadien. Dak, depuis qu'il est là, il était blessé souvent. Ils l'ont évalué, puis ce qu'on entendait la saison dernière, c'était qu'il n'est pas capable de camper ça. Et surtout que son intervention chirurgicale au genou l'année passée, il semblait avoir perdu de la vitesse. Il avait perdu une petite fraction. Puis là, il y en a eu une autre. Au même genou. Est-ce qu'il va être plus performant, aussi performant qu'il était il y a 2 ans et demi? Je ne suis pas sûr de ça. Alors, il va falloir se tourner vers quelqu'un d'autre, puis au poste de 4e centre aussi. Fait que... 3e ou 4e centre, je pense que c'est Blanc-Bonnet, Bonnet-Blanc, là, dans le cas de Jake Evans, je parle. Là, on peut lui donner le numéro qu'on veut, mais ils vont surtout essayer de le placer au sein d'un trio où il ne sera pas le seul joueur responsable. Un trio qui va être... Kirby, ça. Jake Evans va être placé au sein d'un trio qui va être un trio très efficace défensivement dans chacune des unités de ce trio-là. Donc, vite comme ça, disons Josh Anderson, Brendan Gallagher, ce ne serait pas étonnant qu'ils jouent avec eux, puis que ce soit un trio peut-être des fois qui ont des missions défensives et tout. Appelez-le le 3e, appelez-le le 4e, peu importe. Là. Mais si je pense qu'Alex Newhook va commencer au centre, on le voit un peu plus comme le 3e parce que c'est quand même un joueur qui a sur papier un plus grand potentiel offensif, qui risque de jouer avec soit Bolduc, soit Laine. Donc, on va lui demander une certaine contribution. Mais ça demeure, vous regardez, là, on se projette un peu, là, mais vous regardez l'alignement, la formation du Canadien, puis il risque d'avoir 2 trios en partant qui vont être très vulnérables défensivement. Là. Parce que, imaginez Kirby Dak, Demidov, puis Laine. Oh là là, ils vont se faire découper, je pense, là, en petits morceaux. Là. Et mettez Bolduc à la place, c'est peut-être un peu mieux, mais quand même, ça va être extrêmement difficile, les assignations défensives. Tu sais, Demidov, on a vu là, quand il est arrivé que c'était une lacune dans son jeu. Quand il est dans la zone adverse, là, c'est... Et puis Kirby Dak, ça n'a jamais été sa tasse de thé non plus. Donc, le Canadien, ils veulent voir comment tout ce beau monde-là va s'en tirer. C'est pour ça qu'on se donne un peu de temps en début de saison, je pense. Mais il y a des trous. Là. Quand Gorton a dit il y a toujours des départements d'une équipe avec laquelle on est un peu inquiet avant que la saison commence parce que c'est jamais un produit fini, c'est jamais parfait, une équipe de hockey. Il dit une équipe de hockey, c'est comme ma game de golf, c'est plein de trous. Haha, Jeff, toujours le bon mot pour rire. Pince sans rire. Mais il a raison, tu sais. Alors, il faut avoir ça en tête un peu aussi avec le début de saison du Canadien. Là, il va avoir du beau spectacle, ça va être agréable à regarder. Mais il faut se rappeler que c'est une des pires équipes défensives. L'année dernière, c'était une des pires équipes défensives de la Ligue. Avant-dernière, je pense, en termes de chances de marquer de qualité accordée. Donc, ça ne se résorbera pas du jour au lendemain. Là. Ils vont être plus jeunes cette année. Puis dans tes notes, Martin, tu soulignais qu'à 5 contre 5 aussi, ils ont été moins bons l'an passé que l'année précédente, où ils avaient fini quoi? L'année précédente, ils avaient fini 26e ou je ne sais trop. Ça avait été fortement teinté par le très mauvais début de saison. Là, ils se sont améliorés en deuxième moitié de saison. Mais c'est ça, il faut pas oublier que les astres la saison dernière étaient alignés quasiment parfaitement dans une foule de domaines et que c'est les chances que ça se reproduise. Que
quand tu bats le record... Non. En jouant de la façon dont ils ont joué l'an passé, c'est sûr qu'ils ne se qualifient pas pour les séries éliminatoires. Une saison de 91 points, là, il y a juste 11 équipes depuis le début de l'ère du plafond salarial qui se sont qualifiées avec aussi peu de points que ça. Il y a 3 équipes seulement qui se sont qualifiées en série avec un bilan défensif de moins 18 et plus, comme le Canadien a eu. Les joueurs qui ont connu des saisons exceptionnelles, Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Jake Evans, Samuel Montembeault, puis des vétérans comme Armia Gallagher, qui ont eu leur meilleure saison depuis très, très longtemps. La saison record de Lane Hudson, ça, c'était jamais arrivé depuis les années 80 qu'un défenseur récolte 60 mentions d'aide dans une saison. C'est toutes des choses exceptionnelles. L'équipe épargnée par les blessures, 12 joueurs qui ont disputé 75 matchs et plus. C'est pas arrivé depuis des décennies chez le Canadien. Au cours des dernières années, il y a eu des saisons où il y avait 2 joueurs qui avaient joué 75 matchs et plus dans l'alignement. Là, tu en as eu 12. Fait que il y a eu de la stabilité, mais là... C'est de la chance un peu aussi. C'est de la chance. Ouais. C'est de la malchance quand tu as un paquet de joueurs blessés, puis c'est de la chance quand tu en as autant qui traversent la saison. Fait que c'est beaucoup de choses difficiles à reproduire avec une équipe qui va être encore plus jeune. Mais tu regardes cette équipe-là, le Canadien a le potentiel d'avoir pour une 2e saison consécutive le gagnant du trophée Calder dans son alignement. C'est jamais arrivé dans l'histoire moderne de la Ligue nationale depuis l'ère de l'expansion de 1967. C'est jamais arrivé qu'une équipe ait 2 années de suite le gagnant du trophée Calder. Il y a des équipes qui en ont gagné beaucoup en peu de temps. C'est ça. Je pense Colorado... Colorado, 2 fois en 3 ans. Ouais, c'est ça. Avec McKinnon et Landeskog, si ma mémoire est bonne. McCarr l'a gagné aussi. Les Islanders en ont eu 3 en 5 ans. Ils ont eu, si ma mémoire est bonne, Denis Potvin, Brian Trottier, Mike Bossy, 74, 76, 78. Alors, ça a fait de bonnes équipes. Et ça a fait, dans les 2 cas... Oui, ça s'est bien passé. Des champions de la Coupe Stanley. Tant en Colorado chez les Islanders, ça a donné des résultats. Fait que, il y a des choses... Tu regardes sur papier cette équipe-là, tu regardes la brigade défensive, tu dis « wow! » Ils ont beaucoup de défenseurs capables de patiner avec la rondelle, de faire circuler la rondelle, beaucoup de vitesse, beaucoup de talent offensif, de talent pur, mais en même temps, tellement de jeunesse. Fait que Martin Saint-Louis disait hier, il va falloir qu'on trouve la constance, il va falloir qu'on soit capable que nos mauvaises performances soient à un niveau acceptable quand on ne joue pas bien. Et qu'elles ne durent pas trop longtemps. Exactement. Ouais. L'année dernière, c'était une saison par vague, là, par grande vague de plus que de des succès. vagues, c'est des... Oui. C'est des marées du Nouveau-Brunswick, Hopewell Rocks. Là. Habituellement, quand tu as autant de séquences perdantes dans une saison, tu ne te qualifies pas pour les séries, puis ils se sont qualifiés. 11 de tes 15 premiers matchs, c'est généralement fini. Là. Puis je t'écoutais parler tantôt, tu faisais la nomenclature de tous ceux qui ont connu la meilleure saison de leur carrière jusqu'à présent. Ça me fait beaucoup penser à 2018-2019, rappelez-vous. Ah ouais? Le Canadien avait raté les séries avec une récolte de 96 points. Par 1 point. Par 1 point. Ils avaient été éliminés au 81e match de l'année. Là, je me rappelle, j'étais allé couvrir le match à Washington. Ils avaient perdu 2-1. Puis ça les avait enterrés. 82e, c'était à Montréal contre Toronto. Puis c'est là que Poehling avait marqué 3 buts et demi là, avec son but en fusillade. Bref, autre époque. Et on pensait, là, Marc Bergevin disait, là, c'est parti. On a une des équipes les plus jeunes de la Ligue. Oui. On a Kotkaniemi, Suzuki, dans tout ça, il y avait juste Suzuki. Suzuki avait même pas joué cette année-là, en plus. Non. Il l'avait acquis au tournoi de golf précédent. Il est arrivé la saison. Il était retourné à London, c'est ça. Donc, bref. Et on avait dit statistiquement les chances que ça se reproduise. Était très faible. Que tant de joueurs. Nous autres. Mais... Il y avait eu quoi, 7 joueurs qui avaient eu Je pense que c'était 10. Okay. C'était quelque chose comme la moitié de l'équipe. Tout le monde avait connu la saison de sa carrière. Paul Byron, Max Domi. Philippe Danault. Tout le monde. Et ça s'était pas reproduit. Et ça ne s'était pas reproduit. Et malgré tout, ils avaient raté les séries éliminatoires de peu à ce moment-là avec une belle saison. Donc, bon, je suis content que... Petit drapeau rouge, c'est à ça que tu sers l'histoire parfois. Hein? Voilà, il faut savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Exactement. Et je suis content que tu aies ramené ça parce que là, Martin avait mis un éclairci là, avec Demidoff et tout ça, mais j'aimais ça où est-ce qu'on allait là, en disant vous êtes fébrile, là? Arrêtez.
Arrêtez. Puis, on va être rabat-joie. Et il n'y aura pas de neige à Noël mais non plus. Moi, c'est pas pour être négatif que je ressors tout ça. C'est juste pour dire Halloween va être le 1er novembre. Il va mouiller. C'est juste pour dire que c'est une équipe, c'est une très belle équipe de hockey qui est en train d'être construite. Moi, j'ai été surpris cet été par le nombre de gens qui sont venus m'accoster et me dire la saison prochaine, ça va être incroyable. Ça va être malade. Tout le monde s'attend à quelque chose d'extraordinaire. Et sur papier, c'est une équipe qui est très excitante, mais c'est une équipe qui va marcher sur un fil de fer, j'ai l'impression, sur un mince fil de fer durant toute la saison. Puis on ne sait pas trop de quel côté ça va tomber. Mais c'est emballant. C'est emballant. C'est emballant parce que ça risque d'être le fun d'aller au Centre Bell. Oui. Puis vu que nous, on est là souvent, ben on est content. Toujours ça. C'est toujours ça de prix. Puis tu sais, dans l'histoire de l'équipe, je me rappelle de la formation de 1986, à quel point il y avait 10 recrues, je pense, au début de l'année dans la formation. C'était un groupe qui avait gagné la Coupe Calder dans la Ligue américaine auparavant. Puis là, les Scroodlin, McPhee, etc. étaient tous... Petrick, Chelios. Oui, Chelios était déjà là depuis quelques années. Il était tout jeune, en tout cas. Oui. Mais c'est ça, il y avait comme 10 recrues qui s'étaient greffées à l'équipe en même temps, début de saison. Puis ça avait été chaotique. Puis... Chelios, c'est sa 3e saison. Ça avait été un parcours du combattant, mais quand la magie s'était mise à opérer, cette équipe-là n'avait pas été arrêtable. Mais c'était peut-être un peu plus facile de se qualifier pour les séries à ce moment-là. Ça, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est sûr. Et il y aura peut-être un peu de neige à Noël. C'est quoi le potentiel? Mais on croit que c'est une équipe talentueuse. On croit qu'on est plus talentueux. C'est la version la plus talentueuse depuis que je suis ici. C'est jeune. On a vu de l'équipe l'an passé, quand ils ont joué à leurs moyens, leur 100% a été très bon. Avec une jeune équipe comme avec des jeunes joueurs, la constance, c'est une des dernières choses à arriver. On n'était pas aussi constant qu'on aimerait, puis j'espère qu'on va voir, si on voit ce changement, on va avoir une bonne équipe. Kent Hughes encore en marge du tournoi de golf du Canadien hier, qui, c'est ce qu'on vient de dire. Dans le fond, on est tout le monde au diapason. Un des thèmes, puis on l'a évoqué, c'est la jeunesse, n'est-ce pas? Oui. Jeunesse versus expérience, parce que ça aussi, ça a été mentionné hier. Oui, c'est une équipe qui est plus jeune, si on fait la moyenne d'âge. Vendredi, je me vantais d'avoir essayé d'avoir regardé les matchs joués aussi, en pensant qu'il y aurait peut-être là quelque chose qui contredirait ça. C'est pas le cas. C'est aussi une équipe qui est la plus jeune en termes de matchs disputés dans la LNH. Mais hier, il a été mentionné que le noyau est plus expérimenté, ce qui est pas faux. Puis je sais pas, j'aimerais que vous me disiez quoi penser. Est-ce que effectivement, qu'est-ce qui est le plus pesant dans la balance? Est-ce que c'est effectivement la moyenne d'âge ou ce noyau-là? Ce noyau-là. Puis j'ajouterais à ça, sans rien vouloir enlever, là, puis je sais qu'on a fait des fois, on n'était pas gentil avec Christian Dvorak, puis Yoel aussi, même si Yoel, je l'aimais bien. C'est sûr que la perte de David Savard, là, personne n'a besoin d'être convaincu que ça laisse un trou au niveau de l'expérience. Mais je ne sais pas jusqu'à quel point Dvorak et Armia avaient des rôles qui pesaient tant que ça dans cette balance-là, dans cette équipe-là. Oui. Mais tu sais, Alexandre, comme on dit souvent dans nos soupers, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Ça, souvent, le serveur, il fait comme... Hein? Ouais, mais là... Ouais, mais on passe notre temps, ou salade? C'est ça. Ouais, c'est une question simple. Soupe ou salade, dude. Répète ça, aux âmes bien nées. La valeur n'attend point le nombre des années. Oui, d'accord, j'ai compris. Mais c'est aussi... c'est Racine! Est-ce Racine? Ben, on me souffle à l'oreille que c'est le Cid. Ça se peut que ce soit le Cid. Le Cid, c'est pas Racine, c'est Corneille. Oui, ça va pas bien. Et je prends l'essentiel de cette culture théâtrale. C'est pas le chanteur, là. Du film Ding et Dong, le film, où est-ce qu'il montait le Cid de Corneille. C'est tout ce que j'en connais. Tout ça pour dire que si on prend l'exemple de David Reinbacher. Oui. Prenons l'exemple de Reinbacher. D'accord. OK? Qui va avoir 21 ans là, bientôt et tout. T'es repêché il y a 2 ans et tout ça.
à mon avis, il demeure un joueur pas très loin de son repêchage parce qu'il a connu une saison de misère à Cloton où il a été blessé, ça a été compliqué, il y a eu 3 changements d'entraîneur, il y a eu 3 entraîneurs dans son année. Il n'y a rien qui a fonctionné, c'était une année dysfonctionnelle pour lui. L'année dernière, blessé pratiquement toute la saison. Quand il revient, il joue un petit peu en saison, un peu en série, 23 matchs au total, saison et série incluses. Est obligé est laissé de côté à l'occasion pour pas qu'il dispute trop de matchs en peu de temps pour être sûr que sa rééducation se fait. C'est pas un défenseur qui a obtenu le millage suffisant. Donc, même s'il va fêter ses 21 ans dans un mois environ, il n'y a pas le bagage que Caden Goulet, au même âge, n'a pas la même expérience, même s'ils ont au même âge, là, que Goulet quand il est arrivé dans la Ligue nationale, qui n'est pas passé par la Ligue américaine, qui a fait 2 saisons de plus dans le junior, puis qui a été prêt à faire le saut directement dans la Ligue nationale. Donc, c'est beaucoup plus une question d'expérience, de millage accumulé, d'expérience vécue, je pense, que d'âge pur et simple. Souvent, ça va ensemble. Souvent, t'es jeune... Ça prend du temps à faire du millage. Exactement. Donc, souvent, t'es jeune et forcément, t'as moins de millage. Mais il y en a qui ont commencé très tôt. Slavkovski commence sa 4e année dans la Ligue nationale. Suzuki vient de fêter ses 26 ans. C'est un capitaine qui commence à avoir du vécu pas mal. Là. Il était là en 2019-2020, rappelez-vous, là, dans la bulle. La finale de la Coupe Stanley. Caulfield il a vécu aussi. La reconstruction. Ouais, lui, il est à son apogée. Il entre dans son apogée. Ouais. Caulfield a juste 24, mais il y a pas mal de vécu aussi. Puis hier, j'ai posé la question, je me rappelle plus si c'était à Matheson ou Gallagher, mais un de ces deux-là. Ils se ressemblent tellement. Ils sont pareils. Ils sont pareils. Même hauteur. Tout. Mais en termes d'expérience, de vécu et tout ça, oui. Ce sont 2 vétérans de la Ligue nationale et 2 rares trentenaires dans cette équipe-là. Et il disait, on a beaucoup vécu ensemble dans les dernières années. Ce groupe-là, au-delà des ajouts, au-delà des Véléno, des Blais, des ci, des ça, ce groupe-là, le noyau de ce groupe-là, a traversé pas mal de choses ensemble. Mais ça, je pense que ça compte plus que juste le chiffre pur. Oui, c'est ça, la date de la naissance. Donc, oui, c'est une équipe jeune, mais en termes de valeur, d'expérience des joueurs qui comptent vraiment, qui comptent le plus, c'est pas l'équipe la plus jeune de la Ligue nationale, à mon humble avis. Martin, es-tu d'accord avec ça? Oui et non. C'est vrai que c'est... Débat, c'est notre premier débat de la saison. Non, mais tu regardes le noyau de cette équipe-là, là, c'est pas... si on parle de noyau expérimenté, c'est pas un si gros groupe de joueurs que ça. Il y a Suzuki. Hein? J'allais dire, il y a Suzuki. On a parlé de Suzuki, Caulfield. Parlons de ceux qui étaient là, mettons, si on veut dire noyau qui est installé depuis longtemps, là, les gars qui ont participé à la finale de la Coupe Stanley durant l'année de la pandémie. T'as Caulfield qui était là, Suzuki. Evans, Gallagher. Tu veux tout le monde, Josh Anderson. C'est pas mal ça. Oui, ça ressemble à ça, vite comme ça. Là. Après ça, ça a été les saisons des bandades et de reconstruction. Ouais. Là. Fait que, puis c'est vrai, Slavkovski, c'est une année importante pour lui. Là. On s'attend à voir vraiment un joueur aguerri, plus constant que ce qu'il a montré. Non, écoute, ça va être un New Hook. New Hook... il y a du millage. Il y a du millage, mais... En termes de performance... Ah oui, c'est autre chose. C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il va être capable de prendre... Carrier, Matheson, Dobson, c'est pas des joueurs inexpérimentés en défense. Absolument. Là. Ça fait quand même, la brigade défensive... Caden Goulet aussi. Là, donc, t'en as 2 là, qui sont très, très jeunes. Et ça j'ai hâte de voir. Le Canadien vient d'aller chercher Noah Dobson... On lui a donné un contrat quand même 9,5 millions par saison. C'est un gars dont la force, c'est de faire circuler la rondelle, de distribuer les rondelles. Il est bon dans les 2 sens de la patinoire, mais tu le payes, tu lui donnes 76 millions de dollars. Là. Et là, il arrive, il y a Matheson qui avait beaucoup ce rôle-là de patiner avec la rondelle, de distribuer la rondelle. Tu as Lane Hudson qui vient d'avoir une saison de 60 points, de gagner le trophée Calder. Là, il va falloir gérer ça. Là. Est-ce que Dobson va jouer un avantage numérique avec Hudson ou est-ce qu'on va en faire jouer un sur la deuxième?
un ou l'autre ne sera pas content, je pense, d'être au sein de la deuxième unité d'avantage numérique. Matheson, est-ce qu'il va être tassé totalement de l'avantage numérique? Lui, oui. Il est à sa dernière année de contrat. Il ne sera pas content de ça. Là. Lui, mais déjà l'an dernier, il a été tassé sur la deuxième, mais là, s'il y a encore moins de temps... Est-ce qu'il n'était pas content? On a eu ces discussions-là à Pittsburgh quand ils ont été chercher Erik Karlsson, puis on disait le temps est déjà là. Même à San Jose dans le temps. Puis à San Jose, Karlsson avec Brent Burns, on disait que quand tu as trop de défenseurs offensifs, à un moment donné, ça fait en sorte que tous les défenseurs offensifs produisent un peu moins ou n'utilisent pas leur plein potentiel. Alors, est-ce que est-ce que ça va créer un goulot d'étranglement? Est-ce que ça va faire en sorte que tout le monde va un peu sous-performer par rapport à ce qu'on a vu? Ça va être la question. Ça va être une équipe intéressante à regarder jouer. Matheson, je pense qu'on peut affirmer qu'il ne verra plus vraiment de temps en avantage numérique, sauf circonstances exceptionnelles. Là. À moins qu'on fasse jouer les deux défenseurs ensemble sur la première vague. Et qu'on donne la deuxième unité à Matheson. On pourrait épiloguer là-dessus ultérieurement, là, mais en même temps aussi, il y a beaucoup de... Les dernières années, là, il y avait on voyait seulement une unité là, en avantage numérique. Une unité, Je veux dire, la deuxième unité, s'il y avait 30 secondes, c'était mais beau. Saint-Louis, l'année dernière, à un moment donné, avait fini par cette année. Puis sa première unité fonctionnait moins bien. Puis c'est arrivé à quelques reprises qu'il commence son avantage numérique avec la deuxième vague. Mais tu as raison, c'était rare. Mais ça, globalement aussi, ça va être intéressant de voir comment... Parce qu'il y a quand même plusieurs joueurs à l'attaque là, qui vont vouloir une place. Là. Patrick Laine est à sa dernière année de contrat. Son pain et son beurre, c'est l'avantage numérique. Personnellement, je ne suis pas sûr que Laine ait la place au sein de la première unité. Non, je pense pas. Bon. Alors, ça s'est mis à bien fonctionner en série quand il n'était plus là. Alors, lui va vouloir... Ben oui, c'est ça. Mais lui, là, va falloir y trouver du temps, l'avantage numérique, là, si tu veux le garder heureux puis engagé. Fait que, bon, deuxième unité, il va falloir la faire jouer, la deuxième unité d'avantage numérique. Slavkovski a toujours été constamment au sein de la première unité d'avantage numérique sans produire. Oui, c'est ça. Aller chercher il pourrait descendre d'une unité. Là arrive Demidov. C'est sûr que Demidov est... Alors, il y a des gars, à un moment donné, qui vont devoir encaisser des reculs. Il va se passer quelque chose. Le tournoi de golf était tranquille, mais il va se passer quelque chose durant la saison. Au camp, il va y avoir des choses intéressantes. Petit lundi, grosse semaine. Puis tu disais, il y a peut-être congestion en termes de défenseurs offensifs, mais Caulfield, Laine, là, c'était un problème l'année dernière. Un problème. Les deux du même coup. On ne savait pas comment les déployer exactement parce qu'ils avaient pas mal le même rôle, tu sais. Ouais. Et Caulfield a laissé sa place au début. Mais sans rechigner. Comme Matheson. Matheson, je pense pas que c'est un joueur qui va faire des vagues. Oui, il est en dernière année de contrat. Je me rappelle avoir parlé avec son agent l'an passé, puis il disait, tu sais, connaissez-vous beaucoup des joueurs capables de jouer 25 minutes par match puis d'amasser 60 points et tout? Il faisait référence à la saison d'il y a 2 ans, évidemment. Il prêche pour sa paroisse. En disant Mike Matheson, il serait sur la première vague d'avantages numériques dans... Peut-être plus maintenant avec Lane Hudson, mais dans au moins la moitié des équipes de la Ligue nationale. Ce qu'il n'avait jamais fait depuis le début de sa carrière. Ce qu'il n'avait jamais fait dans sa carrière. Puis là, j'avais pas le goût de m'obstiner avec l'agent, donc j'étais comme, oui, d'accord. mais dans ma tête, je me disais, non, Mike Matheson, ça n'a jamais été un corps arrière de première vague. Puis au point où il en est rendu maintenant, je pense qu'il a 32 ans dans sa carrière, ou 31. Ça ne le deviendra pas soudainement. Il a 31, il a rempli ce rôle-là parce que, bon, c'était... Il n'y avait rien à Montréal à l'époque. Parce qu'il n'y avait personne d'autre. Exactement. La nécessité faisait loi. Et tu sais, Matheson a choisi de rester ici dans les difficiles saisons de reconstruction. Il est heureux ici. Il est québécois. Il est heureux à Montréal. Il a été un bon vétéran. Là, il s'apprête. Il veut rester. Il va négocier le dernier contrat de ça. Il dit qu'il veut rester. Puis je doute pas de ça, mais en même temps, il est peut-être conscient. Ils ont un petit côté homme d'affaires, les joueurs de hockey aussi. Là. Ils regardent ce qui se passe autour d'eux. Puis à un moment donné, la fameuse image de ceux qui plantent des arbres qui ne seront pas là quand pour profiter de l'ombre. Il peut être conscient aussi que peut-être que ça va... Il n'y a pas de nouveau contrat encore en poche, Mike, mais en tout cas, peu importe. Lui, à l'âge où il est, il veut signer le plus gros contrat possible. Probablement le plus long contrat possible. Et le plus long et le meilleur possible. Ouais. Et là, tu regardes les gars qui sont dans la brigade défensive, ceux qui s'en viennent, est-ce que le Canadien peut dire
Mike, tu as été tellement un bon vétéran. Voici un contrat de 5 ans. On va t'amener jusqu'à l'âge de 37 ans ou 38 ans à 6 millions de dollars par saison parce que tu as eu 60 points une année ou tu as joué 25 minutes. Tu sais, je pense que son rôle va diminuer cette année encore par rapport à ce qu'il a fait l'année passée, qui était diminué par rapport à la saison précédente. Mais il jouait quand même énormément. Oui, il a joué beaucoup. En termes de temps de glace. Mais en responsabilité offensive. Moins de responsabilité offensive, mais pas moins de temps de glace. Exact. 25 minutes par match a été encore le défenseur le plus utilisé. Mais normalement, si tu payes un gars 9,5 millions de dollars... utilise-lui. Je pense qu'il va jouer pas mal 25 minutes. Fais-lui. Celui-là, fais-le jouer le plus. Oui, mais cela dit, Matheson, il va être un fer de lance en désavantage numérique, là, ce que ne sera pas Dobson. Donc, il va quand même avoir son importance. Juste. Et Gorton est allé d'un long, pas un long monologue, mais un petit monologue sur Matheson hier. À quel point c'est un joueur important pour cette équipe-là, un joueur sous-évalué. Donc, il y a peut-être là aussi un indice là, que... C'est un athlète exceptionnel aussi. Il y a un coup de patin fabuleux. Il y a Martin Saint-Louis dit toujours, là, il parlait de son réservoir d'essence. Là. C'est comme s'il se fatiguait jamais. Comme s'il ne s'épuisait jamais. Effectivement, il peut jouer énormément, puis ça a pas l'air. Il n'a pas l'air d'en payer le prix physiquement. Donc, ce style de joueur-là, parfois, a la capacité de résister au temps un peu plus longtemps parce que c'est pas un joueur particulièrement robuste. Il y a un coup de patin magnifique qui le sort de situations difficiles. Il y a une glisse exceptionnelle. Il y a une glisse vraiment exceptionnelle et il y a visiblement un cardiovasculaire, des capacités cardiovasculaires hors normes. Donc, tout ça fait en sorte qu'on ne serait peut-être pas si inquiet à l'idée de l'amener jusqu'à 36 ou 37 ans avec un contrat de 4 ou 5 ans, par exemple. Donc, ça pèse sûrement dans la balance, mais... C'est sûr que le Canadien ne lui donnera pas un immense salaire non plus. En tout cas, je serais très surpris. Ça va être de voir là, où Matheson trace la limite, à savoir suis-je payé à ma juste valeur. C'est vraiment un cas intéressant parce que c'est un ancien client du directeur général aussi. C'est deux anciens partners qui vont négocier c'est ça, entre Philippe Lecavalier et Kent Hughes. Ouais. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public sur les réseaux sociaux. Là où ça fait mal, réseau social. Question du public, question du public. Question du réseau social. Ça, c'est pour ton retour. C'est ça qu'on dit. C'est ton retour. C'est pour ton retour, la version rock de la question du public. C'est celle-là où tu conduis les cheveux dans le vent. Là. Sur la route, à 100 000 à l'heure, en décapotable. Réseau social. OK. On a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, dont la famille s'est agrandie. Oui. Sommes-nous sur le talk? La famille. TikTok. On est sur le talk. On se demandait l'autre fois... Avant notre petit tournage pour les réseaux sociaux, on se demandait comment ça se dit en italien, TikTok. Le TOC? Parce qu'on parlait on sera aux Jeux olympiques. Oui, bien sûr. Nous serons aux Jeux olympiques. À Milan. Oui, donc le balado tellement hockey. Ça, on va le répéter à tous les épisodes, d'ailleurs. Oui, mais et c'est ça, on se demandait comment on allait dire ça en Italie. On a déterminé que c'était TikTok. TikTok. Mais là, je ne sais pas s'ils l'ont gardé dans le tournage, puis je ne sais pas s'ils vont le garder dans le... Ah, c'est ça que vous avez enregistré? C'est juste ça. C'est juste ça qu'on a... Vous dites TikTok. Petit tournage improvisé pour faire la promotion de ces quelques nouveautés. Donc, la présence du balado à Milan, l'arrivée de Tellement Hockey sur TikTok. Ah oui, puis on est sur tout.tv, savais-tu ça? Oui, ça, je sais. Tu checkeras ça sur ta grosse TV chez vous. Pendant les Jeux olympiques. En ce moment même. Ah oui, depuis tout le temps. Vendredi dernier, on est là. Ouais. Wow. On est là. Voilà, donc on a demandé via les réseaux sociaux, toute la grande famille. Et là. Après être dans le mix l'an dernier, quel devrait être le slogan de l'organisation cette année? Hein? Parce qu'il n'y en a pas cette année, puis c'est bien correct. Louis-Philippe sur Facebook, un remix. Hein? Non, mais remix, regarde, ça, c'est très bon. Pas fort. Sur quel réseau social? Sur le book. OK. Un remix, c'est prendre un succès et ajouter des éléments pour l'améliorer. Louis-Philippe. Bien joué. Marie aussi, le remix, c'est très bon. Toujours sur le book. Gabriel, grandir. Ça aussi, ça c'est bon aussi, puis c'est bon pour l'épanouissement. Ouais, c'est ça. Pour moi.
J'y allais pas. Sur le book, toujours, Mathieu, progression. Sur le gram, on a Modeste. Ça, c'est mon oncle, c'est bon. Constance, ça revient aussi. Moulure, ça, c'est DB. C'est là qu'on est rendu dans la reconstruction des moulures. La finition. Voilà, bon. Esthétisme. Ma Demers, pas de demi d'off mesure. C'est meilleur à l'écrit. Et sur le TOC. Hey, c'est notre premier sur le TOC. J'en ai peut-être fait la semaine passée. Là, j'étais confus. Là, c'était trop. C'était trop pour moi. Constance, ça, c'est MB King. C'est un pseudo clairement associé à TOC. Je comprends pas pourquoi on n'est pas sur LinkedIn aussi. Pour aller chercher une clientèle de gens d'affaires. Une nouvelle campagne. Ouais. Le ministre Girard. Lequel, le ministre Girard? Il y en a deux. Il y en a deux? Il y a deux Éric Girard. Ah, c'est ça? Parce que je comprenais pas. Oui, il y en a deux. J'ai compté. Et les deux sans accent. Franchement, il va falloir qu'il nous aide un peu là, sur le Éric. Je vous ai compté la fois où, avant d'être ministre, Éric Girard était venu me voir. C'était à l'époque où je faisais les sports à Gravel le matin. Puis on était dans ce qu'on appelle un remote. Donc, une émission qui est enregistrée à l'extérieur. On était à la gare centrale. Puis le futur ministre était venu. Puis les gars des sports dans l'émission de radio, personne ne vient jamais le voir. Et M. Girard était venu me voir pour me dire: vous devriez parler des joueurs québécois, des autres équipes, là, parce que ça l'intéressait déjà. C'est vrai que ça l'intéresse. Le hockey. Donc, notamment les Kings à Québec. Notamment ceux des Kings de Los Angeles. C'est ça. Philippe Dano. C'est ces joueurs québécois. Donc, on se demandait, on s'interrogeait à voix haute pourquoi on n'était pas sur TikTok par le passé. Moi, je dis continuons à nous interroger à voix haute pourquoi on n'est pas sur LinkedIn. Oui. Ça va peut-être arriver. Il faut qu'on soit le plus de multi-réseau. Et un petit dernier sur le TOC, Philippe. Synchronisme. C'est son mot. Les joueurs arrivent prêts en même temps au début de la saison. C'est bon. Ah, et Cherokee qui dit tellement hockey sur le TOC. Yes. Merci, Cherokee, et merci à vous tous et à vous toutes d'avoir participé. 2 minutes. Une recrue qui vous a impressionné dans le face-à-face. Face-à-face des recrues. J'ai entendu tournoi. Des espoirs. Ah, oui, je pensais que je l'avais. Mais j'avais la première partie, mais pas la deuxième. C'est Florian. La bonne réponse, c'est Florian. Demidov, il compte pas. Demidov compte pas. Florian a été très bon dans le... C'est Florian. Demidov, il compte pas, mais... Le fait qu'il compte pas, ça en dit déjà long. C'est ça. J'ai vu pas mal de tournois de recrues, diront, au cours des 10-15 dernières années. Je pense que je les ai pas mal tous vus. Je crois pas avoir vu un participant à ces tournois-là Dominique comme Demidov l'a fait. Ah non, et puis il avait l'air de pas trop se forcer. Non. Là, à un moment donné, il appuyait sur l'accélérateur, puis c'était un homme parmi des enfants. Mais ce que j'ai aimé particulièrement dans le premier match, puis on s'en parlait, Martin, c'était de voir la capacité de Florian Jacquet à suivre des bons joueurs. De bons joueurs et les patrons de jeu, le rythme parfois très élevé de son compagnon de trio qui était Ivan Demidov. Oliver Kapanen, qui était le centre de ce monde-là, avait très bien fait aussi. Donc ça, c'était encourageant parce que tu te dis, pour un gars qui a ces atouts-là, Jacquet, 6 pieds 4, 220, il a pris près de 20 livres, selon sa propre estimation. Là. Licorne. Près de 20 livres cet été. Une licorne de son dans le front. Licorne de son état. Obligé de faire un trou dans son casque. Exact. Il devrait y coller une corne sur le casque. Après la tuque. L'Halloween s'en vient. C'est spécial. Donc... c'est bien de voir qu'un gars qui a tous ces attributs-là était capable de suivre le beat. Il a bien joué, Jacquet, honnêtement. Oui, le deuxième match, correct. Il s'est dégagé un peu d'espace, a obtenu 1 ou 2 chances de marquer, alors qu'il en avait eu 6, je pense, servi par Demidov dans le premier match. C'était moins emballant et Kapanen a eu beaucoup de difficultés, j'ai trouvé, dans le deuxième match. Mais de façon générale, le niveau avait baissé énormément. Puis écoutez, le Canadien avait joué à 19h la veille, joué à 15h le lendemain. 2 matchs C'était pas si étonnant. 21h. Alors, à part ça, il n'y a pas grand monde là, qui s'est distingué. Rohrer a été bien meilleur dans le deuxième match que dans le premier où il avait été complètement invisible. Donc ça, mention d'honneur là-dessus. Beck était correct. Beck a été assez constant. Ouais. Puis bon, déception Adam Engstrom un peu. Mais non, mais c'est juste, on verra. Mais je l'ai trouvé, durant les séries du Rocket que j'avais suivi un peu, là, c'était le meilleur défenseur de cette équipe-là. Donc, on va lui donner du temps. Engstrom, Reinbacher, on aurait aimé ça en voir un petit peu plus, mais on va leur donner le camp principal avant de s'énerver.
Fowler a été bon. Fowler a été bon aussi. Très, très bon. Mais c'est ça. Moi, je continue. Je veux voir. Je vais suivre Jacky dans ce camp-là. On a parlé des trous au centre et tout ça. Je pense pas que le Canadien a l'intention de lui confier un poste de centre tout de suite, mais le gars, à sa première saison professionnelle, a marqué 24 buts avec des grosses responsabilités. On l'a fait jouer au centre. Pas d'avantage numérique. Pas 24 buts sans jouer un avantage numérique. Je rappelle à quel point Jeff Gorton avait dit à quelques reprises dans le bilan de fin de saison qu'il avait été déçu par le niveau de combativité un peu de certains joueurs en séries éliminatoires. Ça va en prendre de ça. Là. Quand tu as énormément de talent fin dans une équipe, ça prend du papier sablé en quelque part. Là. Ça prend quelqu'un qui a un marteau pour calmer les choses quand tes bons joueurs se font malmener. Puis il y a beaucoup de petits joueurs talentueux dans l'alignement. Fait qu'il y a quelque chose, il y a un ingrédient de Jacky. Et j'avais été très déçu à son premier camp des recrues à Buffalo. Il avait juste cherché à se battre. Peut-être qu'il avait été marqué un peu parce que son frère avait fait précédemment. Là, il avait connu une entrée assez fracassante. Mais là, il s'est concentré à jouer au hockey, à compléter des bons joueurs, à montrer que il s'était préparé cet été, là, fait que j'ai hâte de le voir au camp principal. Ouais. Et comme cette équipe-là n'est plus si jeune que ça, finalement, parce que moi, c'était mon bémol un peu, mais... Non, mais elle est très jeune. Non, mais oui, mais... Elle a un peu d'expérience. C'est ça. Elle a du vécu, certainement. Elle a un peu de vécu, oui. Hey, on termine vite, parce que moi, je m'en venais ce matin en me disant Crosby, le départ de Pittsburgh, c'est fait. C'est annoncé. Moi, je voyais et là, Martin, c'est ça, on en a parlé un petit peu avant. La conversation s'en vient sur le sujet, mais, tu sais, moi, Pat Brisson qui sort la semaine passée, qui dit Crosby devrait être en série à chaque année. Ce genre de joueur-là doit être en série à chaque année. Crosby, qui va même jusqu'à dire que l'attention reçue ici, ça fait plaisir, genre, là, je paraphrase mal, là, mais il a quand même mentionné. C'est rare qu'un joueur parle d'une autre équipe. Là, il disait qu'il comprenait la frénésie entourant les rumeurs qui concernent Montréal. Et en début de semaine, Crosby qui dit « J'ai pas signé à Pittsburgh pour perdre ». Moi, j'étais comme, là, on prépare le terrain. Si Pittsburgh connaît un début de saison comme on peut l'imaginer, comme les débuts de saison des deux dernières. Je dis, Crosby, après les Jeux olympiques, il change d'adresse. Mais il n'en tient qu'à lui. Là, depuis le début de toute cette saga-là, c'est le jour où Sidney Crosby va décider qu'il en a assez. Mais moi, je trouvais que ça préparait le terrain pour ça. Hier, il a rencontré les journalistes de Pittsburgh là, pour la première fois, puis il est un peu revenu là, sur ce que son agent Pat Brisson avait dit. Et les entrevues qu'il a accordées un peu partout là, dans la tournée médiatique à Vegas, tout ça. Et Pat Brisson, laissait entendre que c'est ça, Crosby veut jouer en série chaque année, puis que là, il commençait à taper du pied et tout. Crosby a dit, honnêtement, j'étais quand même un peu surpris de lire les commentaires de Brisson. C'est pas ça à quoi je m'attendais. Peut-être que dans le contexte, il faudrait revoir le contexte, là, disait-il. Je paraphrase un peu, mais il dit essentiellement, ma position n'a pas changé. Là. Et quelle était sa position d'origine? C'est je suis extrêmement attaché à la ville de Pittsburgh, je veux jouer ici, je veux terminer ma carrière ici, il n'est pas question que je sois échangé. Donc, si on se fie à ses propos d'hier, il dit, pour moi, il n'y a rien qui a changé. Il dit, ce qui a changé, ce sont les circonstances. Le fait que tout le monde s'emballe autour de ça, que Carl Dubus a pas mal été le seul directeur général de la Ligue nationale à laisser entendre que son équipe allait amorcer une phase de reconstruction. Donc, en raison de ça, forcément, quand tu perds, ça vient avec des rumeurs, ça vient avec des ragots, ça vient avec des supputations. On est là-dedans et c'est ce que Crosby déplore pour l'instant. Mais dans son discours public, Brisson a été plus ouvert à cette idée-là, mais lui, personnellement, pas vraiment. La seule chose qu'il dit depuis le début, qu'il a dit, c'est « Moi, je veux jouer en séries éliminatoires. C'est ça qui compte. C'est le hockey que je préfère. » Puis là, ça fait 3 ans de suite qu'on manque les séries. Alors moi, j'y vois pas un oui ou un non. Il n'y a aucune chance que je déménage. J'y vois plus
la saison va commencer. Il y a un nouvel entraîneur qui, visiblement, va être tourné vers la jeunesse, Dan Muse. On n'est plus avec Mike Sullivan, qui demeurait le gars du « on gagne maintenant ». Dobus est ouvert à une reconstruction. Est-ce que Ricard Raquel va se faire échanger? Est-ce que Brian Rust on en est là. va se faire échanger? Si ces gars-là partent, éventuellement, c'est possible que le capitaine dise « Bon, mais regarde, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire ici. » Ouais. Et, il y a une notion... il y a une notion de... Voyons, tabarouette, je cherche le mot de fidélité, de loyauté envers l'organisation. Mais bon, je peux comprendre qu'il est attaché à la ville, mais une carrière de joueur de hockey, celle de Crosby est longue parce que c'est un joueur exceptionnel, mais c'est quand même très court, une carrière. Il a donné des années exceptionnelles, il a donné le meilleur de lui-même à cette organisation-là. Mais là, moi, je me demande jusqu'où tu peux porter ta loyauté en tant qu'athlète dans un monde de plafond salarial comme ça. Tu sais, quand il a commencé, Mario Lemieux était propriétaire de l'équipe. Il a vécu chez Mario. Il jouait même. Et Mario a même joué un peu pour stimuler les ventes de billets et tout ça. Mais là, l'équipe appartient à un groupe, à Fenway Group. Mario Lemieux n'est plus dans le portrait. C'est plus la gang. Ça devrait changer de propriétaire. Et là, ils sont encore à vendre. Et ça, je me demande si ce n'est pas un facteur aussi. Quand l'équipe est à vendre, est-ce qu'elle vaut plus cher avec Sidney Crosby dans l'alignement que sans Sidney Crosby dans l'alignement? Mais pour la Ligue nationale, pour le bien du hockey, c'est évident qu'il faudrait que Crosby soit dans une équipe qui participe aux séries éliminatoires. Là. C'est pas... imaginez si Gretzky avait fini sa carrière pendant, je ne sais pas, les 5 dernières années sans jouer en séries éliminatoires. Là, c'est plate. C'est un des visages de la Ligue nationale. C'est une des super vedettes. C'est un des grands vendeurs de ce sport-là. Il est dans une équipe perdante. Fait que, notion d'un point de vue à faire pour la Ligue. Écoute, c'est clair qu'il faudrait qu'il joue ailleurs. Pour lui, pour sa vie d'athlète, pour son legacy. Son héritage, son leg au hockey ou son palmarès personnel, il faudrait qu'il joue ailleurs. Puis ils sont en reconstruction pour l'équipe. Il me semble que la loyauté devrait venir de l'équipe et dire écoute, on peut plus te donner l'encadrement que tu mérites comme super du hockey. Vas-y, dis-nous où tu veux aller. Bon vent. Dis-nous où tu veux aller, puis c'est là que tu vas aller. On va t'envoyer. Et là, on pourrait même virer le concept à l'envers un peu en disant que en acceptant d'être échangé, Crosby demeurerait loyal à cette organisation-là parce que cet échange-là va permettre aux Pingouins peut-être de s'accélérer. La main sur Joshua Roy d'accélérer la reconstruction un petit peu ou de l'enclencher, d'aller chercher des atouts qui vont lui être utiles pour le futur. Donc, si on s'amuse à tourner le discours, ça fonctionne aussi. Je sais, mais moi, la séquence des derniers événements, là, je comprends que ce que tu as cité, c'est ses propos les plus récents. Mais c'est les propos avec les médias de Pittsburgh. Moi, je trouve que tout ce qui a été dit à l'extérieur de Pittsburgh, moi, je vois pas pourquoi tout ça a été dit. Si c'est pas pour commencer à préparer le monde psychologiquement, là, que si ça part tout croche cette saison-là, ça se peut là, que... Puis il y a des confrères de Pittsburgh qui ont commencé à écrire, dire que c'est indissociable, les Pingouins et Sidney Crosby, mais on ne pourra jamais reprocher quoi que ce soit à Crosby si jamais il est échangé. Là. Évidemment pas. C'est ça. Alors, on ne pourra rien reprocher aux Pingouins non plus si ça se produit parce que c'est pour le bien de l'athlète. Et le dernier contrat que Sidney a signé, qui commence cette année, était fait, à mon sens, pour laisser cette porte-là ouverte, pour ne pas être trop lucratif, pour faire en sorte qu'il n'y ait à peu près pas d'équipe capable de l'accueillir ou quoi que ce soit, qui tenait compte de son âge aussi. Alors, les possibilités restent là, mais de l'entendre parler comme ça, de dire c'est ici que je veux rester, ça reste ambigu. Tu peux garder ta maison, là, Sidney. Tu n'es pas obligé. L'été, tu peux revenir l'été. C'est une belle ville, Pittsburgh. Oui, c'est agréable. C'est une ville de sport. Là. Oui, absolument. Belle ville de sport qui a été particulièrement choyée
dans son histoire sportive. Là. Ben, les Steelers sont je cherchais, là. Une des organisations les plus prestigieuses et les plus victorieuses du football américain. Ouais, les Pirates. C'est moins fort avec les Pirates. Fort, c'est ça. Les Pirates, moins, mais la NFL, ça demeure la mecque du sport aux États-Unis. Puis et les Pingouins, depuis le début des années 90, c'est l'équipe qui a remporté le plus souvent la Coupe Stanley, là, 5 fois. Là. Donc, ça fait quoi, 35 ans, ça? Donc, c'est l'équipe qui a connu le plus de succès dans les 35 dernières années dans la Ligue nationale. Donc, c'est quand même une ville qui a été choyée. Pittsburgh. Ils ont le meilleur lanceur du baseball majeur. Ah, ça, tu vois, j'allais le dire. Paul Skeens. Mais ça fait... Un des meilleurs lanceurs de l'histoire. Ça fait comme une éternité qu'ils n'ont pas eu un bon club, les Pirates. Hein? La dernière fois qu'ils ont, Barry Bonds, eu des succès intéressants, où ils ont participé aux séries, je pense, c'est avec Russell Martin comme receveur. Partout où Russell Martin a joué, ses équipes ont participé aux séries. Parce qu'il dirigeait ses lanceurs de façon exceptionnelle. De main de maître. Oui. Méditation pour la suite. C'est l'axe au baseball, ça, comme tu sais. Là. Oui. Ouais, l'axe dans le centre. Là. Oui. Le champ au milieu. Oui. Le lanceur. Et le centre est pas mal important dans tous les sports. C'est vrai, c'est ça que Mais au baseball aussi, c'est ce qui dicte. C'est une position. S'il y avait un adjectif. Central. Exact. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur, tu es central. Toi, ça pour être central, Martin, très central. Tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Un grand merci. Messieurs, un pur bonheur. Quelle saison exceptionnelle qui commence. C'est le fun. Pour vrai, on est quand même enthousiaste. Le but, là. Regardez le but adverse. Ça va être plein de rondelles. Puis là, Crosby qui va déménager, puis les jeux, puis McTavish en plus, là, ça devrait être ça va régler les problèmes. Là. Qui? Mason McTavish. Ben oui. Il manque 2 centres aux Canadiens. Donc, si Crosby puis McTavish, là, c'est réglé. Là. Ce sera l'épisode où vous aurez appris, c'est ça, qu'il n'y a pas juste un trou au 2e centre, il y a un trou aussi au 4e centre. Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey. Merci, mon vieux. Plaisir, d'ailleurs, et c'était un plaisir de vous. Moi, Et Jacques-Alexis Bernardin est le signataire de Tellement Hockey. Un grand, grand merci, Jacques-Alexis. Merci également à vous tous et à vous toutes d'avoir été là. Bonne semaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.